Mec, t'es tout droit sorti d'un comic book. Ce que je n'ai vraiment pas aimé dans Opération Dragon, c'est que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de faire mon truc. Combien de fois avez-vous vu Opération Dragon? 5 fois? 10 fois? Ou assez pour connaître par cœur chaque coup de pied de Bruce Lee? Opération Dragon n'est pas juste un film. C'est une icône culturelle mondiale. Il a mis les arts martiaux asiatiques sur la carte d'Hollywood, redéfini les standards du cinéma d'action et ouvert une nouvelle ère où les héros noirs se sont enfin tenus côte à côte avec les autres sur grand écran. Mais même si vous êtes un fan absolu d'Opération Dragon, vous ne connaissez que la moitié de l'histoire. Derrière ce chef-d'œuvre de 1973 se cachent des secrets sombres que le casting a gardés sous silence pendant 5 décennies. Personne n'osait en parler. Personne n'osait même les évoquer jusqu'à aujourd'hui. Un acteur asiatique obligé de se battre contre les préjugés d'Hollywood. Un artiste martial noir furieux d'être constamment sous-estimé. Des actrices poussées dans la lycée à sacrifier leur dignité juste pour avoir une chance d'apparaître à l'écran. Et aujourd'hui, ils vont enfin dire la vérité. Une vérité que 99% des fans n'ont jamais connue. 1973, Hong Kong. Le brouillard du port ne s'était même pas levé que les projecteurs d'Hollywood débarquaient déjà. Deux des plus grandes puissances cinématographiques de l'époque, le cinéma commercial américain et les arts martiaux de l'Est, entraient en collision dans un seul et même projet, Opération Dragon. L'histoire, Bruce Lee, maître d'arts martiaux, est envoyé en infiltration sur l'île d'un seigneur du crime, déguisé en participant à un tournoi international. Ses deux alliés improbables, Roper, John Saxon, un joueur blanc américain endetté jusqu'au cou, Williams, Jim Kelly, un combattant noir au cœur rebelle en plein air du Black Power. 3 vies, 3 couleurs de peau, jetées dans le même piège mortel. Sur l'île, une seule règle, combattre ou mourir. Opération Dragon a été tournée avec de la vraie sueur, du vrai sang et de la vraie peur. Le film n'a pas seulement offert des scènes de combat légendaires, il a transformé les arts martiaux en culture pop et fait reconnaître pour la première fois les arts martiaux orientaux comme un langage de dignité et d'identité. Et surtout, il a ouvert une porte historique. Pour la première fois, un acteur noir était placé à égalité avec le héros principal, loin des rôles de domestique ou de méchant que Hollywood lui imposait. Pour la première fois sur la scène mondiale, 3 races partagèrent le centre de l'écran. Asiatique, noir, blanc. Une déclaration silencieuse mais puissante, personne ne naît pour rester derrière. Avec un budget de moins d'1 million de dollars, Opération Dragon a rapporté plus de 400 millions, soit plus de 400 fois son coût. L'un des films d'action les plus rentables de l'histoire du cinéma. Plus de 50 ans après, il est toujours regardé, célébré, vénéré comme une légende du cinéma moderne. Mais ce succès n'avait rien de glamour. Il y avait des histoires que personne n'osait raconter. Peur, douleur, conflits intérieurs, et le prix payé pour que Opération Dragon survive jusqu'à aujourd'hui. Et on commence par le nom au centre de tout. Bruce Lee, le pionnier qui portait le poids de toute une race. Avant même d'entrer sur le plateau d'Opération Dragon, Bruce Lee avait déjà subi une élimination brutale à Hollywood. Fin des années 60, il propose une série, The Warrior, un moine Shaolin errant dans l'Ouest américain. L'idée est volée, Hollywood en fait kung-fu, mais donne le rôle principal à David Carradine, un blanc maquillé en asiatique. Bruce remballe ses valises, dégoûté, et rentre à Hong Kong. Là-bas, il refuse de disparaître. Il s'associe à Raymond Shaw et Golden Harvest, et enchaîne 3 énormes succès. Big Boss, 1971, La Fureur de vaincre, 1972, La Fureur du Dragon, 1972, qu'il réalise lui-même avec le combat mythique contre Chuck Norris dans le Colisée. L'Asie explose. Bruce Lee devient l'homme dont tout le monde parle. Ce rugissement arrive jusqu'à Warner Bros., notamment au producteur Fred Weintraub. Hollywood se dit « Merde, on s'est trompé de gars ». Il rappelle Angel Bruce et lui propose de la tête d'affiche d'une coproduction USA-Hong Kong, Opération Dragon. Mais la vérité, ils acceptent pas par respect. Mais parce que tourner à Hong Kong coûte bien moins cher qu'à Hollywood, Bruce le sait. Et ça le rend encore plus déterminé à ne pas échouer. Il impose des conditions jamais vues pour un acteur asiatique. Il doit être la star incontestée. La philosophie des arts martiaux doit rester authentique, pas du divertissement cheap. Les combats doivent être réels, refléter l'esprit vrai des arts martiaux orientaux. Il chorégraphie et contrôle tous les combats. Le film ne doit jamais manquer de respect à la culture asiatique. Hollywood n'avait jamais accordé autant de pouvoir à un acteur asiatique. Mais cette fois, il n'avait pas le choix. Bruce était le seul qu'il leur fallait. Le tournage commence début 1973 à Hong Kong. Bruce arrive sur le plateau comme un général qui entre en guerre. Il dort à peine, s'entraîne à un rythme infernal, chorégraphie chaque coup, supervise chaque plan.
ses yeux toujours acérés, toujours tendus comme une corde d'arc. Parce qu'il sait une chose, une seule erreur, et Hollywood lui tournera le dos pour toujours. Pendant un entraînement avec Karim Abdul-Jabbar, il lâche « Si je réussis, les Asiatiques auront une chance ». Il ne se battait pas pour lui. Il se battait pour des millions de gens qui lui ressemblaient, mais qu'on n'avait jamais vus pour ce qu'ils étaient. La pression devient insoutenable. Son corps sonne l'alarme. Insomnie, convulsions, maux de tête si violents que tout devient noir. Bruce cache tout. Si l'équipe l'apprend, ils lui retireront tout et la seule porte pour les Asiatiques se refermera à jamais. Bob Wall, son rival à l'écran, dira plus tard « Bruce portait le poids de toute une race sur ses épaules. S'il échouait, on nous remettrait de côté comme toujours. » À l'écran, il combattait le méchant Han. Dans la vraie vie, il combattait un système raciste pour la voix des Asiatiques sur la scène mondiale. Opération Dragon était le dernier pari de Bruce Lee. S'il gagnait, l'histoire changerait. S'il perdait, Bruce Lee serait effacé d'Hollywood comme s'il n'avait jamais existé. Et la tragédie, c'est que, juste avant la fin du tournage, son corps avait déjà commencé à compter ses derniers jours. 10 mai 1973, premier effondrement. Dans une salle de montage de Golden Harvest, Bruce est pris d'un violent mal de tête. Vision floue, il s'écroule au milieu des bobines. Convulsions, inconscient. Direction hôpital Baptiste, diagnostic. Œdème cérébral aigu. Son corps lui crie « Arrête ou tu meurs ». Mais Bruce Lee ne peut pas arrêter. Il refuse l'hospitalisation, refuse le repos. Quelques jours plus tard, il revient sur le plateau comme si de rien n'était. L'équipe est terrifiée. Lui sourit « Si j'arrête, tout disparaît ». Il passe ses nuits à faire les 100 pas rongés par l'angoisse. Peur que le film échoue, peur que l'échec tue le rêve de tout un peuple, peur de ne pas vivre assez longtemps pour voir la sortie du film. Et puis arrive ce que personne n'osait imaginer. 20 juillet 1973, Bruce Lee s'effondre une deuxième fois. Cette fois, il ne se relève pas. Cause officielle, œdème cérébral, réaction allergique à un médicament contenant de l'aspirine et du méprobamate. Il avait 32 ans. Opération Dragon n'avait même pas encore été projetée dans le monde. Sa mort déclenche une tempête de théories du complot. Assassiné par les triades de Hong Kong parce qu'il refusait de payer la protection, malédiction familiale, empoisonné par les traditionalistes furieux qu'il révèle les vrais secrets des arts martiaux, ou par des forces qui ne pouvaient pas accepter qu'un Asiatique soit l'égal des stars américaines. On ne saura jamais la vérité absolue. Mais une chose est sûre, le film censé ouvrir une nouvelle ère pour Bruce Lee est devenu son dernier message au monde. Le casting est dévasté. Il réalise, Bruce Lee s'est battu jusqu'à son dernier souffle, pas pour lui, mais pour ceux qui viendraient après lui. Même mort, il a gagné la plus grande bataille de sa vie. Opération Dragon sort et pulvérise les préjugés qu'il avait bloqués. Bruce Lee a quitté ce monde. Mais la porte qu'il a ouverte ne se refermera jamais. Jim Kelly, le rôle changé en 48 heures et l'explosion du Black Power, vous ne le savez peut-être pas. Mais Jim Kelly a failli ne jamais apparaître dans Opération Dragon. Le rôle de Williams était signé avec Rockne Tarkington, mais 48 heures avant le tournage, Tarkington se désiste. Problème de contrat. Panique totale. Un film multiculturel sans combattant noir? Impensable. Le producteur Fred Weintraub court trouver un artiste martial noir avec du charisme. Il entend parler d'un gars à Crenshaw qui frappe comme l'éclair. Il entre dans le dojo de Jim Kelly à Los Angeles. Un black avec une afro en feu, le regard qui brûle, des coups de pied qui semblent faire trembler la terre. Weintraub reste bouche bée. Mon Dieu, il sort tout droit d'un comic book. Il n'hésite pas une seconde. Tu viens à Hong Kong avec nous. Jim Kelly. Je n'avais jamais rêvé d'Hollywood. Je n'avais que mes gants et la fierté d'un homme noir. Une semaine plus tard, il reçoit un billet aller-retour Los Angeles-Hong Kong. Dessus, Warner Bros. Enter the Dragon. Il ne sait pas encore qu'il va entrer dans le plus grand chapitre de sa vie. Mais Hong Kong ne lui déroule pas le tapis rouge. Dès son arrivée, il réalise qu'il est le seul noir de toute la production. Et à l'époque, ça voulait presque toujours dire le poste le plus bas. Premier jour, des membres de l'équipe murmurent « Comment un black peut se battre ?» Jim Kelly répond avec un sourire glacial et explose le stéréotype dans chaque scène. Bruce Lee le remarque immédiatement. Ils s'entraînent ensemble, échangent coups et philosophie. Bruce l'appelle « Frère Jim », le plus grand honneur que Kelly ait jamais reçu. Un technicien se souvient, quand Bruce s'entraînait, tout le plateau s'arrêtait pour regarder. Mais quand Kelly commençait son échauffement, même Bruce s'arrêtait. À l'origine, Williams est un rôle secondaire. Venir à Hong Kong, combattre 2-3 scènes, puis mourir. Mais après quelques jours, le réalisateur Robert Clouse voit que Kelly n'est pas juste un acteur, c'est une flamme culturelle. Il augmente son temps à l'écran, ajoute des dialogues, des combats. À l'écran, Jim Kelly bouge comme un guerrier de Harlem qui a passé sa vie à défier un système décidé à le maintenir à terre. Ses yeux disent, clairement, « Je ne m'agenouillerai pas ». En quelques dizaines de minutes, Jim Kelly devient une icône mondiale du blaxploitation,
et des arts martiaux. Pour la première fois dans l'histoire du cinéma, un homme noir n'est ni méchant ni domestique, mais un héros à égalité avec Bruce Lee et John Saxon. Le public noir hurle dans les salles « C'est notre mec !» Jet Magazine le met en couverture, le nouveau visage du Black Power au cinéma. À Hong Kong, il est traité comme une rockstar, beau, célèbre, magnétique. Mais vivre comme une rockstar a un prix. Jim Kelly raconte une anecdote à la fois drôle et gênante. Il finit à l'hôpital à cause d'excès romantiques à Hong Kong. L'équipe doit même concevoir un filet spécial pour la scène de torture de Williams afin de ne pas lui faire mal. Warner Bros. Sent l'or. Ils lui signent un contrat de 3 films. Black Belt Jones, 1974, Explosion, Three the Hard Way, Légende vivante, Hot Potato, moins fort, mais consolide l'image du guerrier noir jamais vu avant. Mais pendant que Warner Bros. Empoche des centaines de millions, Jim Kelly compte les factures. Contrat au tarif minimum, scale, pas de pourcentage, pas de droits internationaux, pas de royalty. Pour Hollywood, c'était normal, bien si vous étiez blanc. Jim Kelly, lui, comprend que c'est de l'équité, uniquement pour les blancs. Puis Bruce meurt juste avant la sortie. Warner réalise soudain le seul héros vivant capable de promouvoir le film, c'est Jim Kelly. Mais au lieu de le traiter comme le nouveau porte-flambeau, il le traite comme l'ombre de Bruce Lee. Les médias lui collent l'étiquette « le Bruce Lee noir », un compliment qui sonne comme une chaîne. Jim Kelly, je ne veux pas être le Bruce Lee noir, je veux être Jim Kelly. Cette phrase devient un manifeste à Hollywood. Le talent noir mérite d'être vu pour ce qu'il est, pas comme la version de quelqu'un d'autre. Et il ajoute amer, ce que je n'ai pas aimé dans Opération Dragon, c'est que je n'ai pas pu faire mon truc. C'était le film de Bruce Lee, c'était la plus grande pression. Les applaudissements, les lumières, les victoires étaient de là, mais jamais pleinement pour lui. John Saxon, le blanc perdu dans le monde des arts martiaux asiatiques. Avant Opération Dragon, John Saxon était une valeur sûre, rôle dans des films noirs, leading man américain classique. Il avait travaillé avec Marlon Brando. Dans ce monde-là, un Saxon était toujours la référence. Mais dès qu'il pose le pied à Hong Kong, tout change. Le héros, c'est Bruce Lee. La force magnétique, c'est Jim Kelly. Et lui, un Américain blanc sur un terrain qui n'est pas le sien. Il avoue, la première fois qu'il voit Bruce et Kelly s'entraîner ensemble, il a failli repartir. Bruce était si rapide qu'on ne voyait que des flous. Les coups de pied de Kelly étaient si hauts qu'on aurait dit du fast-forward. Là, il comprend. Ici, pour survivre, il faut repartir de zéro. Il se jette dans un entraînement karaté intensif. Pendant une scène de combat, Bruce le corrige. Non, n'agis pas le karaté, bats-toi vraiment. Leçon de combat et leçon d'humilité. Mais Saxon ne s'entraîne pas juste pour suivre. Il se bat pour ne pas disparaître. Il pousse pour donner plus de profondeur à Repère. Dette de jeu, mafia aux trousses. Il sait que, sans histoire, il sera écrasé par l'aura des 2 guerriers, noirs et asiatiques. Et surtout, il défend Jim Kelly quand le studio veut réduire son temps à l'écran parce que Bruce vole trop la vedette. Saxon insiste. Non, il mérite d'être à égalité. Ce n'était pas de la politesse, c'était du respect. Le plus grand choc, la méthode hongkongaise, pas de câble, pas de protection. Coup réel, bleu réel, scène avec un bâton, un rythme raté, et Bruce lui glisse à l'oreille « Respire, concentre-toi. Si tu te trompes encore, ce n'est pas toi qui seras blessé. C'est l'autre qui mourra. » Saxon raconte encore cette phrase avec un mélange d'admiration et de peur. Quand le film explose, la presse donne tous les titres à Bruce Lee et Jim Kelly. Saxon devient l'excellent second rôle. Ça sonne gentil, mais ça lui laisse une petite blessure. Pour la première fois de sa vie, il comprend ce que ça fait de ne pas être l'élu. Pourtant, cette sensation donne une âme plus profonde à Roper. Un blanc américain arraché à son monde Guy Sutherland qui se bat pour prouver qu'il n'est pas juste le reste. Les méchants, encore plus dangereux dans la vraie vie, Shi Qian, Mr. Han, légende du cinéma hongkongais, parlait à peine anglais, tout appris phonétiquement. Mais son regard, Bob Wall. S'il faisait 3 pas vers toi, tu sentais déjà la pression d'un homme qui peut contrôler une pièce par le silence. Bolo Young. 140 kilos de muscles purs. Certains cascadeurs demandaient à être remplacés parce que Bolo serrait trop fort pour de vrai. Bob Wall, O'Hara. Les combats avec Bruce étaient réels. Bruce connaissait les limites de chacun et ne dépassait jamais ce qu'il pouvait contrôler. Wall, Bruce n'était pas arrogant. Il était juste meilleur que nous tous. Le plateau, un champ de bataille sans filet. À Hollywood, matelas, verre en sucre, armes en caoutchouc. À Hong Kong, en 1573, rien de tout ça. Bouteille en verre, vraie bouteille, scène du cobra, le gars des accessoires. Il n'a plus de venin, hein? Yo, sourire gêné. Beaucoup d'extras jouant les hommes de main de Han étaient de vrais membres de la triade Sun Yee-on. Pas besoin de jouer la violence, ils la connaissaient. Les jeunes cascadeurs, les guerriers silencieux qui sont devenus des légendes, Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Wha, Yuen Biao,
Alors inconnu, simple cascadeur ou figurant. Jackie reçoit un vrai coup de bâton de Bruce, accidentel. Bruce s'excuse immédiatement. Sammo apparaît dans le combat d'ouverture. Yuen-Hwa est la doublure principale de Bruce. Ils se casent sur du vrai carrelage mouillé, traversent du vrai verre, se relèvent avec des plaies ouvertes pour refaire la prise. Bruce, si une scène ne vous fait pas peur, le public ne sentira pas le danger. C'est sur ce plateau qu'ils ont appris la règle d'or. Il faut se battre pour de vrai, pour que le public croie que tu vis la scène. Les femmes d'Opération Dragon sacrifiaient sa dignité pour exister. Aucune actrice hongkongaise n'acceptait les rôles des filles de l'île, trop stigmatisants. La production a engagé de vraies prostituées pour les arrière-plans. L'une d'elles, on savait qu'on serait jugé, mais c'était le seul moyen d'apparaître à l'écran. Une cascadeuse refuse d'aller plus loin que le script pour une scène artistique, remplacée le jour même. Elles ont construit l'univers visuel du film, mais ont rarement pu dire fièrement « J'étais dans Opération Dragon ». Le public se souvient des héros, pas de celles qui étaient derrière. Succès glorieux. Mais trop de sacrifices, plus de 400 millions de dollars de recettes. Bruce Lee meurt 6 jours avant la première, ne verra jamais sa victoire. Jim Kelly devient une icône noire. Mais Hollywood le prive toujours des opportunités qu'il méritait. John Saxon est sous-valorisé malgré son rôle de pont entre deux mondes. Les jeunes cascadeurs mettront des décennies avant qu'on les appelle enfin légendes. Opération Dragon a déclaré au monde « Les héros n'ont pas qu'une seule couleur de peau. Le talent ne se définit pas par le lieu de naissance. Le préjugé ne tient que jusqu'à ce que quelqu'un le brise. » Plus de 50 ans après, le coup de poing de ce film continue de faire tomber toutes les barrières culturelles. Quel personnage d'Opération Dragon respectez-vous le plus? Si vous aimez découvrir les vérités cachées derrière les chefs-d'œuvre du cinéma, likez et abonnez-vous pour ne jamais rater les prochaines histoires des légendes derrière les projecteurs.